J'aime les explosions atomiques. Et je suis loin d'être le seul. Cet amour, je le partage avec le médium cinématographique. C'est un amour déraisonnable, malsain, incompréhensible même, envers ce qu'Albert Camus désigna en son temps comme le dernier degré de sauvagerie de la civilisation mécanique. Et pourtant, nous l'adorons, cet éclat de lumière ravageur d'espace. J'en veux pour preuve cette vidéo de WatchMojo qui a entrepris de répertorier les meilleures explosions atomiques au cinéma, témoignage de notre fascination humaine et donc artistique pour cette arme de la destruction. Car le cinéma, plus que tous les autres sans doute, du fait de son aptitude à figer le temps dans l'image celluloïde, est un art qui est... fasciné par la puissance, tout comme moi. C'est une faiblesse mutuelle. Mais plus que d'être uniquement fasciné par elle, le cinéma est un art qui aspire à la puissance visuelle, à la puissance narrative, ou encore à la puissance émotionnelle. Chercher à souffler le spectateur est sa démarche première. Et qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre pour un spectateur, sinon un spectacle démesuré de beauté, dont le souffle l'emporte finalement? C'est ce que sont les films dont je vais vous parler à mes yeux. Des œuvres dont la puissance me dépasse, devant lesquelles j'ai envie de me prosterner, et auxquelles je serais terrifié de rendre hommage dans mes propres travaux, tant celles-ci m'ont inspiré jusque dans les tréfonds de ma cinéphilie, et donc de mon cœur. Ce sont des œuvres qui ont changé ma vie. Pour l'instant. Cette deuxième partie fait peser sur mes épaules une pression assez incroyable, parce que j'aime tellement ces films que ça m'effraie en fait. J'ai peur de ne pas pouvoir leur rendre hommage, de ne pas savoir comment leur rendre hommage à eux, aux artisans qui les ont bâtis, et aux bouleversements qu'ils ont suscités chez moi. Allez. It's showtime, folks. Alors, excusez-moi, j'étais allé faire un petit tour à l'étagère C'est pas pour les enfants, parce qu'en fait, j'ai manqué de précision. Il n'y avait pas que des films sur cette étagère. C'était plus que ça. C'était un concentré d'art brut. Il y avait des bouquins sur la peinture, des coffrets de séries, des films bien sûr, mais aussi des livres et des bandes dessinées. Et alors que je répétais mes escapades dans ce lieu mystérieux et fascinant, j'ai découvert ceci. Le procès de Kafka, adapté en bande dessinée par Claude et Seka, que mes parents avaient ramené d'un voyage à Prague, il y a plusieurs années. Et une chose est sûre, c'est que cette bande dessinée a changé ma vie. Je vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'est le procès de Kafka, je vous respecte un minimum quand même, mais je vais quand même vous confesser une chose, j'étais beaucoup trop jeune pour lire ça. Cette bande dessinée, ou plutôt cette histoire, puisque j'ai évidemment aussi lu le livre quelques années plus tard, a changé quelque chose chez moi. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel moment ça s'est passé exactement, ni quelle zone de mon inconscient est entrée en réaction avec, mais ça a marqué une rupture. Le procès est une œuvre terrifiante, de par son sujet bien sûr, de par son ambiance évidemment, mais surtout du fait de sa portée philosophique. Cette œuvre a un propos si puissant, si immense, si incompréhensible, que le frisson cosmique ou métaphysique, appelez ça comme vous voulez, dont Lovecraft a fait son maître mot, n'a pour moi jamais été aussi intense que chez Kafka. À tel point qu'à l'heure actuelle, le procès de Kafka est l'œuvre de ma vie, tout domaine artistique confondu. Encore aujourd'hui, je suis obsédé par cette histoire, par la parabole de la loi, en particulier pour ceux qui ont lu le livre, et tous les films qui sont héritiers de ces ramifications mystérieuses sont autant de façons pour moi de redécouvrir cette œuvre et d'essayer d'en saisir la portée. C'est d'une ironie géniale parce que, en fait, quelque part, mon rapport à Kafka est assez kafkaïen en fait. Alors, lorsque j'ai entendu parler du Barton Fink des frères Cohen, putain mais c'est pas vrai! Encore un film d'eux! Alors que je suis pas particulièrement fan de leur travail, ça n'a pas de sens! Ça n'a pas de sens! Ah, je savais que j'allais aimer.
Parce que Barton Fink est sans doute le film le plus kafkaïen jamais fait. Le film raconte l'histoire d'un dramaturge intello new-yorkais qui est engagé par un producteur hollywoodien pour écrire un petit film de série B sur un boxeur. Sauf que problème, Barton Fink, lui, ne sait écrire que des œuvres complexes, philosophiquement fortes et aux messages politiques et sociaux implacables. Autrement dit, et avec toute l'ironie qui caractérise le travail scénaristique des deux frangins, Barton Fink est trop bon pour écrire la merde de studio qu'on lui a commandé. Il se met alors à souffrir de ce syndrome maudit, bête noire de tous les artistes, celui de la page blanche. Attendez. Ah mais en fait c'est encore un film sur la violence de la création. Hein. Bon, je vais lancer un Tipeee pour financer ma thérapie. À la fin de mon premier visionnage du film, j'étais absolument conquis. Je savais, au fond de moi, que je venais de voir un chef-d'œuvre. Oui, le mot est fort, mais il est nécessaire pour rendre compte de la puissance de ce que je venais de me manger dans la gueule. Parce qu'au-delà des qualités habituelles de la patte Cohen, ambiance géniale, acteurs géniaux, histoire originale et pleine de rebondissements, personnages génialement cartoonesques et d'une complexité psychologique remarquable, Barton Fink va plus loin. Beaucoup plus loin que tous leurs films précédents. Ce n'est ainsi pour moi pas un hasard si le film a remporté non pas un, non pas deux, mais bien 3 prix au Festival de Cannes 1991, prix de l'interprétation masculine pour Justin Trudeau, prix de la mise en scène pour les frères Cohen, et la putain de Palme d'Or. Pour la petite anecdote, c'est d'ailleurs depuis cette avalanche de prix que le Festival de Cannes a demandé à son jury de ne pas décerner plusieurs prix au même film, sauf cas exceptionnel, comme ce fut le cas en 2013 avec La vie d'Adèle, afin de permettre un partage du rayonnement international offert par le festival. Mais au-delà du fait que nous avons maintenant la preuve que le Festival de Cannes soit dirigé par des communistes, parenthèse fermée, la grande force de Barton Fink réside pour moi dans son statut de film ultime des frères Cohen. Mais vous remarquerez que je n'ai pas dit meilleur film, j'ai dit film ultime. Parce que cette habilité à jongler entre le burlesque et la gravité que j'évoquais déjà avec Fargo comme pierre angulaire de leur cinéma, on la retrouve évidemment dans Barton Fink, mais à un tout autre niveau. Au début du film, nous sommes clairement dans une parodie satirique de l'envers du décor hollywoodien, tel que les frères Cohen le raconteront plus tard dans Ave César. Mais tandis que l'histoire avance, et que la tourmente dans laquelle se trouve le personnage s'intensifie, ce n'est pas le ton, comme dans Fargo par exemple, qui va évoluer, mais carrément le genre du film. Petit à petit, nous quittons le confort burlesque de la parodie pour avancer vers le policier, auquel va naturellement venir se greffer le drame, lui-même accentué par la situation personnelle du héros qui connaît alors ses premières déconvenues personnelles, nous aventurons ensuite sur les pentes descendantes d'un film à énigme, quitte à flirter avec le fantastique, pour finalement dériver aux confins d'un onirisme quasi lynchien. Oui, vous avez bien entendu, il y a tout ça dans ce film. Et le pire, c'est que c'est fait avec une telle justesse et une telle subtilité qu'au premier visionnage, on ne se rend absolument pas compte de ce jeu complètement casse-gueule auquel s'amusent les deux frangins sous nos yeux ébahis. Barton Fink est un film merveilleux, kafkaïen au possible, donc incroyable d'un point de vue de son ambiance. C'est un chef-d'œuvre à mes yeux, et même s'il n'est pas aussi important pour moi que d'autres films dont je vais vous parler ensuite, ne pas lui rendre hommage aurait été tout bonnement impensable. Et maintenant, c'est chose faite. Bon, comme je sens déjà rien qu'à l'écriture que cette vidéo va être beaucoup trop longue, on va passer vite fait sur le Cercle Rouge. En gros, pour résumer, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est joué par des dieux, Alain Delon et Yves Montand bien sûr, mais aussi Bourvil dans son premier grand rôle dramatique, tous sont au sommet de leur art. C'est réalisé par Jean-Pierre Melville, soit l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps et mon réalisateur français préféré, même si Gaspard Noé est pas loin derrière, et c'est surtout le film avec l'ambiance la plus incroyablement implacable que j'ai jamais vue. Ce film défonce tellement que j'en ai mal à l'anus de me tortiller de plaisir sur mon siège. Le Cercle Rouge, c'est un peu la Chapelle Sixtine du cinéma français, avec des gangsters et des putes. Depuis que le cinéma existe, le cinéma cherche à faire du beau. Il pose son cadre,
il dispose les différents éléments à l'intérieur, il les éclaire avec justesse, il prête attention à la subtilité de leurs couleurs et vient parfois souligner cet arrangement par la majesté du mouvement mécanique. Et né de la confection humaine, voilà que le beau jaillit, imprimé sur une pellicule qui l'investit d'éternité, pour mieux le partager. Le cinéma permet à l'homme de créer du beau. Et malgré son artificialité, cette beauté a quelque chose de renversant. Qui n'a jamais été subjugué par la dimension esthétique d'un film? Qui ne s'est jamais figé, les yeux écarquillés, en se murmurant à soi-même « La vache, qu'est-ce que c'est beau !» alors même qu'il avait conscience de son artificialité. Mais si nous savons qu'elle est artificielle, peut-on vraiment parler de beauté? Car au fond, le beau véritable, ce serait peut-être plutôt celui du réel qui s'impose à nous. La splendeur foudroyante d'un coucher de soleil, l'éternité immaculée des montagnes enneigées, la poésie onirique d'une nuit illuminée par l'abondance des lucioles. Cette beauté primitive qui donnerait presque envie de croire en Dieu, ce frisson du monde qui vit et qui s'agite autour de nous. C'est indescriptible. Lorsque Jacques Perrin réalise son documentaire Océan, il ne s'adresse que très peu aux spectateurs. Parce qu'il sait que ce qu'il filme est plus grand, plus beau que son regard de cinéaste. Alors, il se soumet. Jacques Perrin est le contre-exemple parfait du contrôle absolu nécessaire à la vision d'un cinéaste comme Nicolas Winding Refn. L'un constate la beauté qui l'entoure, tandis que l'autre s'emploie maladivement à créer la sienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On choisit un camp? Et si au lieu de nous foutre sur la gueule, on écoutait un petit peu les conseils du Bouddha et qu'on choisissait la voie du milieu? Et si on choisissait A Single Man? A Single Man, c'est le premier film du couturier américain Tom Ford, qui a notamment travaillé chez Gucci, Saint Laurent, avant de créer sa propre marque. Autant dire que c'est un peu la quintessence du concept de beauté artificielle que j'évoquais précédemment. Adapté du roman de Christopher Isherwood, A Single Man prend place dans la Californie des années 60 et raconte l'histoire de George, interprété par Colin Firth, un éminent professeur d'université homosexuel qui peine à se remettre de la mort de son compagnon, Jim, tué dans un accident de voiture plusieurs mois auparavant. Incapable de faire son deuil, et forcé de le vivre secrètement du fait de la nature de sa relation, il ne peut faire part de sa souffrance qu'à sa seule véritable amie et précieuse confidente, Charlotte, interprétée par Julianne Moore. Mais voilà, pour George, la vie a perdu toute saveur. Les jours se ressemblent, la peur d'un conflit atomique avec l'URSS paralyse les esprits, et la perspective du bonheur un jour retrouvé a disparu. Il prend alors une décision radicale, mettre fin à ses jours. Ah, c'est un bouquin, quand tu vas pas bien, c'est comme ça. Le parti pris du film est ainsi de raconter la dernière journée d'un personnage que le spectateur sait condamner. Et le résultat est absolument extraordinaire. A Single Man est un film absolument sublime, et ce, à tous les niveaux. Sans jamais être prétentieux ou tape à l'œil, Tom Ford développe tout au long du film une approche esthétique à la fois extrêmement raffinée et relativement sobre, un mariage très bienvenu, étant donné le ton sombre et mélancolique de l'histoire qu'il cherche à nous raconter. Le mot qui me viendrait naturellement pour qualifier la mise en scène de Tom Ford, c'est « élégante ». A Single Man est un film élégant. Ce qui est la moindre des choses, même en considérant que c'est un premier film, étant donné le boulot de Tom Ford à la base. Là où le film est très impressionnant par contre, c'est au niveau de son écriture. Parce que A Single Man est ce qu'on pourrait appeler un film à scène. J'ignore s'il existe un terme précis pour désigner cela, mais en fait, tout le récit est construit autour de quelques scènes clés, incroyables d'intensité et de justesse, qui sont liées les unes aux autres par le simple emploi du temps du personnage. Notons en particulier la scène du cours magistral, celle de la discussion sur le parking avec Carlos, le dîner avec Charlotte, et celle où il répète son suicide sans arriver à se décider sur la façon de faire, une scène totalement culte, à la fois glaçante et hilarante. Pour ceux qui ont vu le film, vous aurez remarqué que j'occulte volontairement toute la dernière partie de celui-ci pour éviter tout risque de spoil. Ce qui est d'autant plus frustrant pour moi dans la mesure où cette dernière partie contient l'une de mes scènes préférées de toute l'histoire du cinéma et l'une des rares idées de mise en scène à m'avoir tout simplement
couper le souffle. Vraiment. Bon, et pour en venir au rapport avec cette introduction sur la beauté au cinéma, c'est un peu difficile pour moi de parler de ce film, je vais pas vous le cacher, donc je prends mon temps. On a donc l'approche artificielle du Tom Ford couturier, ça on a bien compris. Mais ce qui est magnifique dans ce film, c'est que c'est un film sur la beauté du monde. Car ironiquement, c'est en décidant de mettre fin à ses jours que George prend conscience de ce qui fait la beauté de la vie, puisque désormais il est délivré de toutes les conséquences du lendemain. Le parfum d'une rose, l'innocence angélique d'un enfant, le souvenir d'un animal que l'on a aimé, la splendeur des corps dénudés, la possibilité d'un amour partagé, l'ironique beauté des reflets du soleil sur un nuage de pollution. Et c'est ça qui est incroyable dans ce film, c'est que Tom Ford utilise la beauté artificielle pour introduire celle du monde. Celle qu'on ne peut entrevoir qu'un instant. Celle que l'on ne voit que dans ce qu'il y a de plus anodin. A Single Man, c'est un film qui me bouleverse. Pour des raisons personnelles que je garde privées. C'est un film que je peux pas regarder sans pleurer. Et vous voyez quand je vous parlais en tout début de vidéo de la puissance du cinéma, et bah ce film pour moi, voilà, ça me dépasse, ça me souffle, ça me bouleverse. Et pour moi, A Single Man, c'est du grand cinéma. Voilà, c'est tout. Concentrez-vous. Respirez calmement. Oubliez que je me suis rasé la barbe entre deux plans. Retenez ce nom. Retenez bien ce nom. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai abusé et utilisé à tort et à travers le mot génie. Et j'aimerais vraiment m'en excuser. J'étais jeune, inexpérimenté sur tout un tas de choses et tout un tas de sujets, et j'avais beaucoup de difficultés à formuler la pensée amoureuse que je pouvais avoir envers un film sans utiliser le mot de génie. Aujourd'hui, je me suis calmé, j'ai enrichi mon vocabulaire, et en même temps la prépa littéraire ça a pas mal aidé quand même, il faut dire, et c'est vraiment un mot dont j'ai compris l'impact et la portée. Alors aujourd'hui, c'est vraiment en toute connaissance de cause que je prononce cette phrase devant vous. Shane Carruth est un génie. Un vrai. À tel point qu'au-delà d'en être persuadé, il m'apparaît comme une certitude que d'ici 10, 20 ou 30 ans, il sera acclamé, porté au nu, enseigné et reconnu comme l'un des cinéastes les plus importants du XXIe siècle. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fier d'être le premier à le dire. Je ne vais pas m'étendre plus sur le personnage parce que je veux lui rendre pleinement hommage en lui consacrant une vidéo à lui, à sa personne, à son travail et à l'immense amour empli de respect que je lui porte. Et la principale raison de cet amour, elle est aussi conne et stupide qu'elle est pour moi magnifique. Shane Carruth est l'un de ces réalisateurs qui me donne envie de faire du cinéma. À chaque fois que l'un de ces films se termine, j'ai envie de tout plaquer, de prendre mon réflexe et de partir tourner, encore et encore, sans aucune contrainte, juste en laissant l'élan de la création jaillir sans aucune retenue. C'est ça qui se passe lorsque je regarde un chef-d'œuvre qui a été tourné avec 50 000 $ et un Panasonic Lumix par un type qui avait tellement envie de raconter son histoire que non seulement il l'a écrite et réalisée, mais qu'en plus il en a dirigé la photographie, qu'il l'a montée, qu'il a joué dedans et qu'il en a composé la musique. Mais qui fait ça, bordel? Qui fait ça? Et en même temps, vu la gueule du projet, je vois mal un producteur accepter de donner plus. Vous voulez savoir à quel point le projet est fucked up? Et bah, même au bout de plusieurs visionnages, je sais toujours pas vraiment de quoi ça parle. La trame principale suit le parcours d'un homme et d'une femme qui tentent de réapprendre à vivre, rendus amnésiques à la suite d'une étrange manipulation mentale opérée par un personnage malveillant à l'aide d'une drogue de sa fabrication, confectionnée à partir de mystérieux insectes. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour regarder le film, même si concrètement il n'y a pas grand chose à spoiler puisque cette simple phrase résume l'ensemble des explications qui vous seront données pendant 1h30 de film.
Parce que ce qui intéresse Shane Carruth avec ce pitch, ce n'est pas tant de nous raconter une histoire pleine de suspense et forte en émotion, que de pousser à son paroxysme le concept de mise en scène sensorielle. Parce que puisque les personnages sont totalement amnésiques et que le film est quasiment entièrement tourné de leur point de vue, ils ne peuvent faire appel qu'à une seule chose pour interagir avec le monde qui les entoure, la seule chose qui, contrairement à leurs souvenirs, ne leur fait pas défaut, leur sens. Et ce sont les bruits, les regards, les caresses, les textures qui intéressent Shane Carruth, autour desquels il va penser sa mise en scène et dont il va user comme élément narratif pour construire son histoire et nous entraîner avec les personnages dans une quête mystérieuse, celle de leur propre identité. Car malgré ce que le pitch que je vous ai donné du film pouvait laisser supposer, il y a une histoire. Bien sûr qu'il y a une histoire dans Upstream Color. Il y a même tout un univers de science-fiction qui est développé avec sa propre cohérence et sa propre identité esthétique qui peut même par instant très fugace faire penser à du Cronenberg. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque personnellement. Et contrairement à ce que beaucoup de gens sur internet semblent penser, pour moi Upstream Color n'est absolument pas un film qui se prête à pléthore d'interprétations et de théories extravagantes, c'est simplement un film qui adopte une démarche narrative et esthétique tellement inhabituelle et révolutionnaire, parce que je ne le dirai jamais assez, Shane Carruth est un putain de génie, que l'on est complètement paumé lors de notre premier visionnage du film, à tel point que moi aussi, la première fois, je n'ai rien bité. Et c'est totalement normal. Mais une fois que l'on a accepté et qu'on a compris comment est-ce que le film fonctionne, et que l'on a abandonné cette attache rassurante au pivot scénaristique habituel, Upstream Color devient presque limpide. Et ce qu'il en reste, une fois que la dimension expérimentale a été digérée, c'est un film beau, fort, touchant, émouvant même, très bien réalisé, et surtout d'une poésie et d'une originalité remarquables. C'est, en ce qui me concerne, une vraie claque incommensurable, bien plus que Primer, son film précédent qui est plus connu, mais que je trouve beaucoup plus intéressant dans sa dimension révolutionnairement expérimentale que pour son côté purement filmique. Mais je pense que la raison pour laquelle j'aime autant ce film, c'est ça. Je le savais pas quand je l'ai regardé la première fois. Upstream Color est un chef-d'œuvre qui révolutionne les partis pris narratifs du cinéma et qui a coûté 2 fois moins cher que le film Les Dissociés. Allez, suivant. Il y a des tas de choses que vous ignorez sur moi. Parce que j'ai pas le temps de vous en parler, pas l'envie ou tout simplement pas l'occasion. Et il y a un truc que je n'ai jamais dit sur cette chaîne, c'est que j'adore le cinéma de Michael Haneke. C'est un taré perfectionniste, cynique, misanthrope qui fait des films malsains et jusqu'au boutiste. Évidemment qu'Haneke c'est baé. Et c'est là qu'on en arrive aux limites de ce genre de vidéo. J'adore Michael Haneke. Même si j'avoue ne pas avoir tout vu et ne pas avoir terminé Amour et Happy End, parce que c'est un immense cinéaste, peut-être aujourd'hui le cinéaste le plus important du cinéma européen, et si je veux pleinement rendre hommage à son style, à sa vision du monde et à la cohérence de son univers bien glauque ainsi que de ses thématiques, je dois, comme Shane Carruth, lui consacrer une vidéo complète. Une vidéo qui lui serait exclusivement consacrée, rien qu'à lui, à la hauteur de son ego démesuré et de son mépris pour la race humaine. Michael Haneke m'inspire, il m'inspire énormément, voilà, j'adhère complètement. Et en ce qui concerne la pianiste, c'est un film aussi ignoble que génialement poétique, et c'est surtout un putain de chef-d'œuvre qui émerveille tant il est glauque. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et la performance d'Isabelle Huppert dans ce film... J'aime pas trop en parler, cela dit, parce que ça me rappelle cette scène où elle s'enfonce des aiguilles dans la chatte, dans la salle de bain, pendant que sa mère l'appelle à dîner. Autant je me considère comme quelqu'un de très difficile à choquer, autant avec ce film... on n'est pas là pour rigoler, putain. Et en même temps, à côté, il y a des scènes magnifiques, avec un travail de dingue sur la représentation figurative et symbolique des sentiments amoureux et des performances d'acteurs. Je veux dire, il y a du vrai génie dans ce film.
Et puis la fin, elle est tellement ignoble et belle, et elle concrétise tellement le message du film sur l'interdépendance entre la beauté et la monstruosité, et l'idée que la beauté peut naître de la monstruosité, et que la monstruosité peut naître de la beauté. Enfin, ce film, c'est vraiment un uppercut de cinéma dans ta gueule. Et c'est ça tout le problème, c'est que, pour moi, La Pianiste, c'est un film tellement puissant que j'ai rien à dire dessus. Alors après, évidemment, oui, si on spoil, si on analyse, on peut aller très très loin, je peux t'en faire une vidéo de 2 heures, moi, sur La Pianiste, si tu veux. Mais juste vous le présenter et parler de ce qu'il représente pour moi, bah ce film, c'est juste... Oh. C'est bien comme mot de la fin, ça. Parce que j'adore les pornos lesbiens de 3 heures. Voilà, il faut le dire, je le confesse, je confesse tout ce que tu veux. Bien, maintenant que la question du bouffage de Minou a été évacuée, pourrait-on, s'il vous plaît, parler de cinéma en toute sérénité? Non mais sans déconner, je veux dire, entre les polémiques sur la façon dont les actrices et les techniciens ont été traités par l'autre pervers narcissique en puissance, là, et l'horreur apocalyptique, enfin que dis-je, la terreur innommable qu'a suscité un malheureux quart d'heure de scènes de cul explicites parce que, oh mon dieu, on fait un film d'amour en montrant des gens qui font l'amour dedans, quel Mais si jamais tu as été choqué par les scènes de sexe débordantes de passion de la vie d'Adèle, c'est bien ton droit après tout, voici de quoi te remettre de tes émotions. Tu verras, c'est un formidable spectacle pour toute la famille. Du coup, on en est où? Ah oui, vous vous rappelez qu'au milieu de tout ce bordel-là, il y a un film dont je suis profondément amoureux depuis la première fois que je l'ai vu. Avec La vie d'Adèle, pour moi, Keshish est parvenu à faire quelque chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant et que je n'ai toujours pas revu depuis. Est-ce que c'est du fait de la performance des acteurs, du fait de la démarche artistique de tout filmer caméra épaule en gros plan au plus près des personnages, du fait du montage, du fait des dialogues ou au contraire de l'improvisation? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je regarde La vie d'Adèle, c'est comme si le film s'effaçait. Je ne suis plus un spectateur et La vie d'Adèle n'est plus un film. J'arrive pas vraiment à l'expliquer en fait. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de scénario. Il y a juste moi et le réel en face. Et c'est comme si la démarche cinématographique de Keshish avait été poussée à un tel extrême, avec toutes les conséquences qu'on connaît, qu'elle était parvenue à se transcender elle-même pour devenir autre chose, pour devenir la vérité. Ce sont des mots hyper forts que je suis en train d'employer, j'en suis parfaitement conscient, hein, mais ils sont à la hauteur de ce que ce film m'inspire. C'est un film qui, lorsque je le regarde, transcende son propre statut. Pas parce qu'il est vraisemblable, pas parce qu'il est fidèle à la réalité d'une jeune fille qui se réalise dans l'exploration d'un amour lesbien. Ce n'est pas un film qui cherche à rendre compte du réel. Pour moi, c'est un film qui aspire à devenir le réel. C'est un peu le surhomme de Nietzsche, mais en film. Et c'est le premier. D'habitude, quand je regarde un film, je regarde un film. Et je peux pas m'empêcher de remarquer des détails du genre, tiens, là il fait le plan à telle échelle, tiens, là il met la musique à tel moment, tiens, là il fait un cut. Ce qui en fait vient enfermer le film dans son statut de film. Ce qui d'ailleurs fait que tu peux me montrer à peu près tout et n'importe quoi, puisque ce que je regarde est un film, je vais juste me dire, ah tiens, c'est marrant, il filme ça comme ça, lui, moi j'aurais pas filmé ça comme ça, même si c'est d'une violence extrême. Et avec La vie d'Adèle, il n'y a pas ça. Là où sur tous les autres films, c'est un processus inconscient, avec celui-là, je suis juste emporté. C'est le premier et seul film avec lequel ça m'est arrivé, et donc je trouve que 5e du classement, c'est pas cher payé. Mais alors pourquoi seulement 5e et pas carrément premier? Eh bien parce que même si le film m'emporte et est, pour moi, au-delà de ça, un chef-d'œuvre, ce n'est pas pour autant une révélation cinématographique. Contrairement aux 4 qui vont suivre. Là, il y a une rupture claire, nette et violente qui s'opère avec les autres films dont je vous ai parlé, et j'oserais même dire avec les 16 autres films que je vous ai présentés pour l'instant. Parce que lorsque je parle de révélation, le mot est choisi. Il est pesé et sa consonance religieuse avec tout ce que ça implique est totalement assumée. Et je vais avoir bien peu de choses à dire maintenant. Parce que le cinéma, c'est ma vie. Voilà. C'est tout. En parler, en regarder, en faire, c'est ma vie. C'est le sens que je veux lui donner. Et les 4 films dont je vais vous parler maintenant, ce sont les pierres angulaires
de cette destinée que je me suis attribuée. Les films précédents, ils pourront évoluer, ils pourront changer de place, et ils pourront même être remplacés par d'autres plus tard, mais pas ceux-là. L'islam a 5 piliers, moi j'en ai 4. Et cette comparaison polémique est assumée avec la plus grande des délectations. Le premier est There Will Be Blood, 5e film du réalisateur américain Paul Thomas Anderson, adapté du roman Pétrole d'Upton Sinclair. Une œuvre baroque où démesure est le maître mot, où le cynisme froid coexiste avec la poésie la plus pure, et où la violente rudesse historique de cette ruée vers l'or noir se voit transfigurée en véritable délire mythologique. C'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est tout, c'est un putain de film absolument extraordinaire, à la fois extrêmement moderne dans son exécution et empli d'une majesté qui faisait la beauté et la grandeur du cinéma d'autrefois. Mais si j'en parle, ce n'est pas juste parce que c'est un chef-d'œuvre. Je veux dire, ça limite on s'en fout, c'est un détail. Si je veux en parler, c'est parce que There Will Be Blood est le film qui m'a fait comprendre à quel point la puissance de la mise en scène... Que ce soit la démesure du cadre, le travail sur le son, l'attention intimiste portée à la performance des acteurs, la beauté quasi sensuelle d'une machinerie bien utilisée et surtout, l'usage merveilleux qui est fait de la symbolique. Parce qu'en fait, chaque plan de ce film, au-delà de ce qu'il figure merveilleusement bien parce que le film est très beau, est symbolique. Même les actions des personnages sont symboliques. Et c'est pour ça que le récit fonctionne aussi bien, car toute la mise en place des éléments tragiques est faite bien en amont de leur arrivée dans l'intrigue. Un truc qui a déstabilisé pas mal de spectateurs par exemple, c'est le retournement psychologique du prêtre à la fin du film. Sauf que cette scène, ce retournement, est annoncé bien en amont, par la symbolique. Sauf qu'au premier visionnage, tu ne peux pas savoir qu'une scène bien précise, que je ne vais pas spoiler parce que c'est l'une de mes scènes préférées et que je vais absolument faire une vidéo là-dessus, l'annonce symboliquement. Ouais, cette vidéo est un petit peu un teaser pour toutes les vidéos qui vont suivre après, quoi. C'est un peu comme les films Marvel. Et c'est ça qui m'a époustouflé dans There Will Be Blood, c'est à quel point le réalisateur avait pensé sa mise en scène symbolique pour qu'elle soit quasi invisible au premier visionnage, mais entre tout de même en résonance avec les éléments du récit comme une évidence, conduisant ce dernier à devenir quasi légendaire. Genre, cette scène avec la colonne de feu par exemple. Elle déboîte, on est bien d'accord. Alors oui, feu intérieur du personnage, tout ça, sa passion dévorante, cause destruction et tout, de sa famille notamment, on comprend bien. C'est la première lecture. Sauf qu'avec la fin du film et l'évolution de Plainview, tu te rends compte que cette scène peut également être vue comme une allusion à la destruction de Rome par la folie de l'empereur Néron, qui a mis, devinez quoi, le feu à la ville, dans la mesure où Plainview est également à la tête d'un empire, financier en ce qui le concerne, qu'il voit en partie ravagé par le feu dans cette scène, et que le personnage deviendra fou à la fin du film. On ne peut pas dire que c'est une référence explicite, puisque Néron et Plainview sont des personnages très différents, et que les éléments ne se déroulent pas dans le même ordre, mais simplement cela crée un écho par association dans l'imaginaire du spectateur, ce qui confère à l'histoire de There Will Be Blood une dimension mythologique. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que j'adore le travail de mise en scène de ce film ? Évidemment que je savais avant de voir There Will Be Blood que la mise en scène était importante dans un film, mais c'est avec ce long métrage là que je l'ai compris. Parce que ça m'a parlé là. Et savoir des trucs sur l'art, ça sert à rien. Il faut que ça nous parle là. C'est comme ça qu'on réalise des choses et c'est comme ça qu'on apprend ce qu'est le cinéma. Et c'est pareil avec le numéro 3. La créativité. Un mot, rien d'autre. C'est la plus grande leçon qu'un film m'ait jamais donnée. La créativité est la seule limite. Après, le terreau était fertile parce que j'aime Yorgos Lanthimos, j'aime son style, j'aime son ton et j'aime son univers. Et ce qui fait que pour moi, Yorgos Lanthimos est un cinéaste assez unique dans le paysage contemporain, c'est que c'est un réalisateur qui parvient toujours à accoucher d'histoires profondément originales. À chaque fois que je vois l'un de ses films, je me dis toujours, mais comment ça se fait qu'il n'y a que lui qui fasse des trucs comme ça ?
Pas forcément d'un point de vue de la mise en scène, puisque dans son approche de cinéaste, Yorgos Lanthimos c'est un maniérisme millimétré à la Kubrick, auquel il ajoute une bonne dose d'absurdité et de cynisme, ce qui est un petit plus, parce qu'en ce qui me concerne, j'ai toujours trouvé que Kubrick était un réalisateur beaucoup trop premier degré. Pas forcément au niveau des thématiques non plus, puisque Yorgos Lanthimos fait tout le temps le même film. Il traite de l'absurdité des rapports humains et de toutes les constructions sociales qui en découlent, dans un contexte plus ou moins barré, en fonction de sa lubie du moment. Ah oui, et il y a aussi la thématique du choix qui est centrale et très récurrente, puisque très souvent dans ces films, les personnages vont devoir prendre une décision qui va avoir d'importantes conséquences. Et ce qu'ils choisiront de faire ou pas, est d'ailleurs souvent même l'enjeu principal du film. Donc, comprenez-moi bien, lorsque je vais voir un film de Yorgos Lanthimos au cinéma, je sais déjà comment ce sera mis en scène, je sais quelles seront les thématiques traitées, et je connais à l'avance l'enjeu de l'histoire, peu importe son contexte. Le contexte. On sous-estime un peu trop son importance dans un film. Tous les schémas narratifs sont épuisés depuis l'Antiquité. Tous les parcours de personnages, et toutes les thématiques aussi. Pour faire une métaphore culinaire, tu ne vas pas inventer les pâtes. Ça n'aurait aucun sens. La seule chose que tu peux faire, c'est trouver une nouvelle façon de les cuisiner. Travailler sur l'accompagnement, sur la cuisson, sur la présentation, sur l'assaisonnement. Oui, pour les deux du fond qui suivent pas, je suis en train de dire que faire un film, c'est comme faire des pâtes. Quel est le sujet le plus basiquement débile que l'on peut traiter dans un film? Exactement. L'amour. Et pour poursuivre la métaphore culinaire, on va dire que l'amour, c'est comme des coquillettes. C'est bon, certes, mais à un moment donné, tu vas pas non plus servir ça à la table de ton restaurant. Tes clients, ils ont pas 5 ans. En soi, ça peut paraître complètement débile ce que je suis en train de vous raconter, parce que personne ne va dans un restaurant pour bouffer des coquillettes. Mais qui sait? Peut-être qu'avec du temps, du travail et de l'imagination, un pauvre plat de coquillettes peut devenir l'un des plus grands plats de l'histoire de la cuisine. C'est complètement débile ce que je suis en train de vous raconter. Mais c'est à la hauteur d'une société qui choisirait de transformer ses citoyens célibataires en animaux. Parce que le film The Lobster, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Eh bah, c'est une comédie romantique, tout ce qu'il y a de plus con. Et même, c'est particulièrement cliché, si tu regardes bien. Sauf que derrière, t'as un mec qui s'appelle Yorgos Lanthimos, soit l'un des scénaristes les plus doués de toute sa génération. Et qu'est-ce qu'il fait Yorgos? Eh bah, il prend le cadavre de la comédie romantique et il le viole à grands coups de créativité. Résultat, The Lobster. Une fable ultra cynique sur l'amour et ses dictates, aussi drôle qu'elle est ignoble, merveilleusement bien interprétée et mise en scène, un film perturbant dans la radicalité de ses parties pris artistiques et du traitement de son sujet, mais également un long métrage novateur, démesurément original dans son approche et surtout jamais vu. Tout ça à partir d'un schéma narratif tellement éculé qu'il ferait vomir n'importe quel spectateur ayant plus de 2 neurones en activité. Si jamais je devais officiellement décerner la palme de mon film préféré à un long métrage, ce serait à celui-ci. Parce que faire comprendre à un cinéphile aspirant cinéaste qu'il suffit juste d'avoir des couilles et de l'imagination pour pouvoir faire ce que tu veux, je trouve que c'est le plus beau message qu'un film puisse transmettre. Et ça m'a parlé. Juste ici. Ce qui nous fait donc 2 piliers sur 4 et me fait penser que je n'ai absolument aucune idée de la direction dans laquelle se trouve la mec d'ici. Parce que les 2 autres, c'est encore différent. Et comme vous allez le voir, je ne peux pas ne pas leur donner les 2 premières places. Parce que l'un m'a rendu cinéphile et l'autre fait comprendre que je voulais devenir réalisateur. Alors maintenant la question que vous vous posez tous, chers spectateurs, lequel est lequel? La première fois que j'ai vu Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, je devais avoir 13-14 ans. Et j'avais bien aimé, mais sans réel plus. Ce qui m'avait plu surtout, c'était la maestria avec laquelle le réalisme de l'univers était installé, ainsi que la démarche de Cuarón, presque exclusivement fondée sur un usage virtuose du plan séquence, dont l'étirement de la temporalité des scènes venait balayer son film de science-fiction de bourrasque d'un réalisme écrasant. Mais j'avais trouvé ça un peu mou, alors plus habitué aux films de SF à grand spectacle qu'aux grandes œuvres cinématographiques et philosophiques à message. Cependant, il était clair que le film m'avait interpellé, puisque j'ai entrepris de le regarder une seconde fois. Pourquoi? Alors là, ne me demandez pas, je n'en sais toujours rien moi-même. Par contre, il y a une chose que je sais, c'est que ce deuxième visionnage a marqué un point d'orgue dans ma vie, puisque lorsque le film s'est terminé, et alors que le générique défilait, il y a une certitude qui s'était installée en moi.
C'était une certitude durable, puisqu'aujourd'hui j'en démords toujours pas. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Je voulais faire des films, je voulais raconter des histoires, je voulais créer des univers, je voulais accompagner la destinée de personnages. C'était tout. Il n'y avait plus de questions à se poser. Je venais de voir l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire du cinéma, et sans vraiment comprendre en quoi ni pourquoi, je savais que je voulais contribuer à bâtir cette histoire avec Alfonso Cuarón et avec tous les autres dont je découvrirais le travail ensuite. Ce film a été comme une nouvelle naissance pour moi, ce qui est génialement ironique quand on y pense. Voilà, c'est tout. Depuis le temps, vous me connaissez et vous savez que j'aime bien les métaphores. Et si Les Fils de l'Homme a été une naissance, alors je crois qu'on peut dire que c'est Seven qui est mon géniteur. Ça fait longtemps que j'ai pas revu ce film. Je ressens pas l'envie de le regarder en fait. Un peu comme si je cherchais à le préserver, à le conserver dans cet écrin de nostalgie traumatique où il repose en paix depuis 10 ans maintenant. Parce que j'avais 11 ans lorsque j'ai vu Seven pour la première fois. Il était sur la fameuse étagère. Je me souviens très bien du visionnage de ce film. Pas parce qu'il m'a traumatisé, mais parce qu'alors que l'histoire avançait et que mon amour pour le cinéma de Fincher était fécondé, je prenais conscience que jamais auparavant, je n'avais éprouvé autant d'émotions. Pas devant un film, je veux dire, dans la vie. Jamais je n'avais expérimenté quelque chose d'aussi intense. Et lorsque la scène de fin est arrivée, j'ai compris que le cinéma était un art. J'ai compris ce qu'était l'art même. Parce que j'avais ressenti quelque chose de beaucoup plus puissant que ce que le monde réel m'avait offert jusque-là. Alors évidemment ça je l'ai pas compris tout de suite, je l'ai intellectualisé plus tard. À l'époque, j'étais juste sous le choc. C'était nouveau pour moi, je savais pas qu'un film pouvait me faire ça. J'ai grandi avec des parents qui, lorsque j'étais mal à l'aise ou que j'avais peur, me disaient « Tu sais, c'est qu'un film, c'est pas vrai ». Et je le savais en regardant Seven. Mais ce film qui n'était qu'un film, qui n'était pas vrai, bah il avait tout supplanté. Il m'avait donné quelque chose que le monde réel ne m'avait jamais offert. Et depuis ce jour-là, ce nouveau monde qu'il m'avait offert, je n'ai plus jamais eu envie de le quitter. Et j'en ai pas l'intention.